l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui raconte l'histoire passionnante et mouvementée des crypto-monnaies. Ici, vous n'entendrez pas parler de bulles, pas plus que de courbes qui montent ou qui descendent. Chaque mois, nous donnons la parole à des pionniers du Bitcoin, ceux qui ont voué leur existence à cette révolution économique, politique et surtout philosophique. Car oui, le Bitcoin, c'est tout ça à la fois. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Owen Simonin, alias Asher. Il est le tout premier youtubeur francophone de l'univers crypto. Depuis plus d'1 an, il vulgarise cette matière complexe et ses vidéos sont visionnées jusqu'à 280 000 fois. Alors, la vulgarisation, c'est surtout le fait que personne n'en parlait. Moi, je trouvais ça que c'était un sujet intéressant, donc j'ai commencé à faire des vidéos dessus. Personne ne le faisait, pourquoi pas m'y mettre, alors que je prenais un plaisir à décortiquer ce genre de choses. Et surtout, au début, j'ai cherché des informations, j'en ai pas trouvé. C'était pas possible d'en avoir des informations simples. J'étais pas très bon en anglais. À l'époque, je ne le parlais pas du tout même. Donc c'était très compliqué pour moi d'obtenir des connaissances. Et quand j'en avais, je trouvais que c'était facile de les transmettre aux autres. Donc pourquoi ne pas donner cette longueur d'avance aux gens, celle que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé, tout simplement. À seulement 21 ans, il est également à la tête de Just Mining, une florissante PME installée à Florange, non loin des célèbres hauts fourneaux d'ArcelorMittal. Si la région fut longtemps connue pour ses mines de charbon, Owen Simonin s'intéresse à un tout autre minerai qui est quant à lui invisible, les crypto-monnaies. Depuis plus d'1 an, il assemble et vend clé en main des machines de minage qui sont au cœur de cette nouvelle économie. Il a plus de 8000 clients à travers le monde et a dégagé un chiffre d'affaires d'1 million d'euros l'an dernier. Donc le but, c'est de se battre pour que ça se développe, pour que tout le monde puisse utiliser, et qu'un jour on me propose, quand je vais acheter mon pain, est-ce que j'ai envie de payer avec ma carte bleue ou avec mes crypto-monnaies. Et ça, je pense que c'est mon but ultime. Le minage de crypto-monnaies, ou mining en anglais, est le processus de validation des transactions sur le réseau. Pour certains, cette activité est symbolisée par ces ordinateurs surpuissants qui consomment autant d'énergie que des pays de la taille de l'Irlande. Pour d'autres, c'est le mécanisme génial qui protège le réseau. Mais au final, la grande majorité des gens ont du mal à l'expliquer. Alors le minage de crypto-monnaies, c'est l'utilisation d'une machine, donc différentes machines pour différentes crypto-monnaies. Cette machine va réaliser des calculs, et ces calculs vont permettre de vérifier une transaction. Si aujourd'hui, j'envoie de l'argent à quelqu'un, c'est ma banque qui va prélever l'argent sur mon compte, qui va donner l'argent à la banque de cette personne, et cette personne va être créditée par sa banque. Là, il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas de banque. Il faut donc qu'il y ait quand même quelqu'un qui vérifie que j'ai l'argent sur mon compte, qu'il y ait bien un compte en face, que j'envoie pas l'argent dans le vide, et ensuite vérifier que cette transaction est bonne, que je n'essaye pas d'envoyer un bitcoin qui n'est pas à moi, par exemple. À ce moment-là, la machine va faire son calcul, va émettre ce que l'on appelle des confirmations, et quand elle aura confirmé cette transaction, elle va l'écrire dans la blockchain. Et c'est en gros le travail de ces machines qui vont sécuriser le réseau et qui vont permettre aux gens de faire circuler ces crypto-actifs, communément appelés les crypto-monnaies. Les gens qui mettent à profit la puissance de calcul de leur ordinateur ne font pas ça pour la beauté du geste. Comment sont-ils rémunérés ? En effet, les mineurs ne travaillent pas gratuitement. En effet, pourquoi tu laisserais chez toi un ordinateur travailler toute la journée si ça va te coûter de l'électricité mais ça ne va rien te rapporter ? Eh bien, intrinsèquement, il fallait bien rémunérer les mineurs. Eh bien, les mineurs sont payés de 2 façons. Premièrement, les commissions. Si je mets 1 euro de commission dans une transaction et qu'elle est vérifiée par 10 machines, ces 10 machines vont récupérer chacun 10 centimes. Mais en plus de ça, il y a des nouvelles crypto-monnaies qui sont générées chaque jour. Actuellement, il y a 12,5 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes, c'est ça. Et donc, dans les transactions qui auront eu lieu dans ces 10 minutes, vont être partagés tous les nouveaux bitcoins à toutes les personnes qui auront vérifié ces transactions. Il y a donc les frais de commission, mais également les nouvelles crypto-monnaies générées. Pourquoi le créateur du Bitcoin a-t-il choisi cette méthode justement ? Eh bien, cette méthode permettait à tout le monde de sécuriser les transactions. Ça peut être moi, ça peut être une personne à l'autre bout de la Chine ou encore en Russie, aux États-Unis. Il suffisait d'avoir Internet et un ordinateur. L'intérêt, c'était que n'importe qui pouvait le faire et il ne pouvait pas y avoir une entité qui prenne le contrôle.
de ce système. C'était donc l'intérêt. On est quand même, je le rappelle, à la sortie de la crise des subprimes en 2008. Ce qu'on veut, c'est ne plus faire confiance à un organisme ou à un système financier. Ce qu'on veut, c'est avoir de la démocratie, essayer de partager entre toutes les personnes qui veulent faire vivre ce système. Et donc, il fallait trouver un nouveau moyen, c'était une invention, la blockchain à l'époque, trouver un moyen de sécuriser des transactions un petit peu partout à travers la planète par des centaines de personnes, des milliers de personnes en même temps qui ne sont pas au même endroit. Et donc, le seul moyen, c'était de trouver cette solution-là. Tout le monde avait Internet, tout le monde avait des ordinateurs, et c'était enfin un moyen de sécuriser la même transaction en étant partout à travers la planète, même sans se connaître. Et donc, la preuve de travail a été mis en avant par Satoshi Nakamoto, on ne sait toujours pas qui c'est d'ailleurs, mais ça a été mis en avant par Satoshi Nakamoto comme étant l'une des solutions possibles à cette nouvelle forme de sécurité qu'on avait besoin de trouver en fait. Et pourquoi dit-on que c'est quasi infaillible au piratage informatique ? Alors, quasi infaillible, non, ça l'est aujourd'hui, oui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Le seul moyen de renverser la blockchain et en quelque sorte de s'ajouter des bitcoins dans son porte-monnaie, par exemple, de dire j'en ai pas 5, en fait j'en ai 20, et donc de créer de l'argent, donc ça ce serait trouver une faille au système. Il y a deux possibilités, soit contrôler plus de 51% de la puissance du réseau, c'est-à-dire avoir 51% des ordinateurs de la planète qui font ces calculs. C'est pas possible dans le sens où même si Amazon et Google mettaient toute leur puissance sur le minage de bitcoin, ils auraient même pas 10% du réseau. Autant dire qu'aujourd'hui, c'est plus possible, à part si on a le plus gros lobbying de la planète, c'est plus possible de retourner le réseau Bitcoin. La puissance est beaucoup trop diluée. Et c'était l'objectif d'ailleurs, d'avoir de la puissance partout. Maintenant, c'est plus possible. Et deuxièmement, même si c'était possible pour quelqu'un, imaginons des géants qui se mettent entre eux et qui arrivent à obtenir 51% de la puissance, le jour où ils arriveront à faire apparaître des Bitcoins dans leur porte-monnaie, parce qu'ils contrôlent le réseau, ça voudrait dire que le Bitcoin est plus infaillible. Ça voudrait dire que le Bitcoin peut se controverser. Rappelons qu'il est quand même transparent. Si quelqu'un rajoute des Bitcoins dans son porte-monnaie demain matin, tout le monde va le voir. Moi, si je me lève demain matin et que je me rends compte qu'une personne peut se faire apparaître des Bitcoins dans son porte-monnaie, j'aurai plus confiance en cette crypto-monnaie. Et le Bitcoin, sa valeur, par définition, c'est la confiance qu'on lui donne. Si on a un Bitcoin aujourd'hui à 8 000 €, c'est parce qu'on estime que cette révolution technologique, ce qui va nous permettre, nous, de communiquer aujourd'hui, d'échanger de façon sécurisée sans passer par une banque, c'est cette confiance. C'est du peer-to-peer, c'est la confiance qu'on va établir entre nous et entre cet échange. Si demain, quelqu'un arrive à renverser le réseau et à montrer qu'en fait on ne peut plus avoir confiance en lui, le Bitcoin va s'effondrer d'une minute à l'autre. Et donc cette personne aura réussi à prendre la moitié de la puissance de la planète, mais elle aurait mieux fait d'utiliser cette puissance pour sécuriser honnêtement les transactions, parce qu'au contraire, elle en aura peut-être généré 1000 ou 2000 qui auront aucune valeur, puisque d'une minute à l'autre ça va s'effondrer. Elle aura hacké le réseau, mais son réseau n'aura plus aucune valeur. Et donc, et c'est ça qui est magnifique dans la blockchain, c'est l'intérêt de tous de faire en sorte que ça se porte bien. Si une personne a la moitié de la puissance demain, elle ferait mieux de sécuriser les transactions et elle sera honnêtement rémunérée pour son travail, plutôt que d'essayer de renverser le réseau, sinon elle saccagera sa propre puissance et elle aura perdu de l'argent, tout simplement. Actuellement, si on veut miner des crypto-monnaies, c'est pas aussi simple que d'allumer son ordinateur. Il faut rejoindre ce qu'on appelle une pool de minage, c'est-à-dire un système qui regroupe des centaines, voire des milliers de mineurs. Tu peux nous en dire plus ? Il y a tellement de transactions dans un bloc, une seule machine, elle aurait besoin de millions et de millions d'années pour vérifier tout le bloc. Alors ce qui se passe, c'est qu'on utilise plein d'ordinateurs et on les connecte dans une seule puissance de calcul. En gros, au lieu d'attendre d'avoir généré 1 million d'euros de frais de transaction pour pouvoir se payer, autant dire qu'un seul ordinateur n'en verra jamais le bout, on se met avec des milliers et des milliers d'ordinateurs qui sont capables de vérifier 1 million d'euros de transactions dans la journée, et donc à la fin de la journée, on répartit les frais de transaction, ce qu'on a réussi à générer au prorata. Si on avait 1000 machines et qu'on a gagné 1000 €, chaque machine reçoit 1 euro. Ça va beaucoup plus vite que si on met un seul ordinateur qui va travailler des années et des années et des années pour vérifier un seul bloc. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Imaginons qu'on ait un seul ordinateur pour vérifier 1000 transactions, ça va prendre beaucoup de temps. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, de simples ordinateurs pouvaient vérifier les transactions de leur côté. Tout à fait, parce qu'il y avait très peu de transactions dans les blocs, parce que c'était le début, et surtout il y avait une très petite puissance de calcul demandée. En plus, à l'époque, un simple ordinateur pouvait générer de la puissance. Maintenant, rappelons que ça a évolué. Vous ne pouvez pas, avec votre simple ordinateur, concurrencer un ASIC mineur, donc une machine qui est faite exprès pour miner des bitcoins. C'est pas possible, puisque votre ordinateur va consommer 20 fois plus et va être 1 million de fois moins puissant. Et donc, le fait qu'il y ait de la puissance de plus en plus colossale fait qu'il faut maintenant s'allier si on veut pouvoir générer une puissance suffisamment rentable pour que ce soit intéressant de faire cette activité. Mais est-ce que je peux miner du Bitcoin avec mon ordinateur personnel ? Miner de la crypto-monnaie, oui. Miner du Bitcoin, non.
Il y a une petite histoire derrière ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est l'une des petites failles de Satoshi Nakamoto, il n'avait pas vu venir le souci. À la base, le Bitcoin, c'est un calcul qui se réalise avec le processeur. Le processeur, c'est une pièce dans l'ordinateur, c'est cette pièce-là qui est la plus pertinente pour réaliser des calculs. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, une personne s'est dit, moi, je gagne 10 euros de Bitcoin par jour, mais je paye 3 euros d'électricité. Mais pourquoi je laisserais mon écran branché? Mon écran, il me sert à rien, c'est le processeur. J'ai juste à laisser le processeur branché, je peux débrancher l'écran. Et en débranchant l'écran, il s'est rendu compte que son voisin payait toujours 3 euros d'électricité, mais lui, il payait plus que 2. Puis après, il s'est dit, et si je débranchais ma carte graphique? Elle me sert à rien pour le Bitcoin. Et vous l'aurez compris, à la fin, il a mis un gros tube, et il a mis 100 processeurs dedans, avec rien d'autre. Et du coup, il générait 50 fois plus de Bitcoin, et il consommait 10 fois moins d'électricité. Autant dire qu'à un moment, c'était plus rentable pour l'autre personne qui avait un simple ordinateur de miner. Le problème, c'est qu'il y a des sociétés comme Bitmain qui ont commencé à optimiser tellement cela que ce n'est plus intéressant pour un particulier de miner du Bitcoin. Attention, on parle bien du Bitcoin. Aujourd'hui, il y a d'autres crypto-monnaies qui permettent à tout le monde, avec du matériel commun, de miner des crypto-monnaies et d'obtenir une rentabilité même avec un ordinateur classique. D'accord. Et pour faire une métaphore historique, quelles sont les meilleures pioches pour partir vers cette ruée vers l'or? Il y a différentes catégories, mais en gros, ça se bat entre deux catégories. Soit les puces, donc ça va être les ASIC, donc soit des gros tubes avec des processeurs dedans, soit des gros tubes avec d'autres processeurs, des processeurs qui sont différents à l'intérieur, comme pourrait l'être le Dash ou le Litecoin, différentes crypto-monnaies qui vont utiliser des différentes parties du processeur, et donc il n'y a pas les mêmes choses dans le tube, tout simplement. Soit une révolution, le processeur graphique. Alors l'avantage du processeur graphique, donc la carte graphique, c'est que cette carte, elle est déjà optimisée depuis des années et des années. Chaque année, quand Bitmain sort un nouvel ASIC, il est 50% plus performant que celui d'avant. C'est ce qui fait que c'est très très dur d'être concurrentiel sur ce marché-là, dans le sens où le matériel qu'on a cette année sera obsolète l'année prochaine. Alors que les cartes graphiques sont déjà optimisées. Ne serait-ce que si quelqu'un qui jouera à Battlefield, à League of Legends ou à n'importe quel jeu vidéo sait qu'il a besoin d'une bonne carte graphique pour jouer. Et donc les sociétés comme MSI par exemple optimisent ses composants depuis des années et des années. C'est-à-dire que c'est très dur d'une année à l'autre de sortir une carte graphique 2 fois plus rentable, puisque c'est déjà optimisé, c'est déjà un composant qui chaque année est retravaillé depuis des années pour une autre raison que le mining. Et donc voilà pourquoi on a permis à des gens qui ont du matériel tout à fait commun de réaliser du minage avec ce composant-là que tous les gamers ou toutes les personnes qui ont un ordinateur fixe ont déjà chez eux. On entend beaucoup parler du coût énergétique du Bitcoin. C'est vraiment cher d'en miner chez soi? Alors oui, ça coûte vraiment cher. Après, je vais demander aux gens qui m'écoutent de se détacher un petit peu de ce qu'on peut entendre dans les médias. Il y a beaucoup de médias qui vont dire oui, créer un Bitcoin, ça demande autant d'énergie que le va consommer un foyer américain, un ménage américain pendant une semaine. Oui, ça consomme autant d'énergie que tout un pays pendant 2 mois. On entend plein de choses. C'est bien beau, mais il faut revenir en arrière. L'électricité, on n'arrive pas à la stocker. 80% de l'électricité qui est utilisée pour générer du mining, c'est de l'électricité qui était inutilisable, car personne n'en avait besoin. C'est de l'électricité qui a été générée au fin fond de l'Islande, par des sources thermiques qui étaient encore inutilisées. Et par définition, on l'a dit, le mineur doit être le plus rentable possible. Il doit payer son électricité le moins cher possible. L'énergie la moins chère, c'est l'énergie que personne ne veut. C'est l'énergie que personne n'utilise, car elle est dans des endroits où personne n'a besoin de l'utiliser. C'est comme un barrage, j'en ai sorti l'exemple tout à l'heure. Un barrage hydroélectrique génère de l'électricité. Si on demande autour de lui, si les foyers qui sont autour de lui demandent, je dis une bêtise, 10 kVA, donc 10 000 kWh, si le barrage peut générer 20 000, il ne va pas générer 20 000 car il ne va pas savoir où stocker cette énergie. Il va donc générer seulement le nécessaire, seulement ce qui est demandé par les gens autour. Et donc, il fait passer de l'eau au-dessus du barrage. De l'eau ça ne polluerait pas la planète de la faire passer en dessous du barrage et de générer 2 fois plus d'électricité. Mais si on ne génère pas 2 fois plus, c'est parce que personne ne demande 2 fois plus d'électricité. Mettre une ferme de mining et permettre à ce barrage de consommer vraiment, de tourner à plein régime, ça ne va pas consommer. Oui, ça consommera beaucoup d'électricité, mais ça ne polluera pas plus. Et on utilise de l'électricité qui était inutilisée jusque-là, tout simplement. Mais pas tout le monde a la chance d'habiter à côté d'un barrage et tout. C'est vrai. Mais en attendant, quand c'est une activité professionnelle et qu'on commence à faire du mining dans le but d'optimiser son rendement, pourquoi ne pas aller dans un pays où personne ne veut de cette électricité? Car le seul moyen de la récupérer pour des particuliers, ce serait de tirer des câbles qui font la moitié de la planète pour aller alimenter des gens qui en ont besoin maintenant. C'est donc vrai. Ça consomme énormément. Ça consomme même trop. Et on essaye de réduire vers ça. D'année en année, on essaye d'optimiser cette consommation. Mais
70% ou 80% de l'électricité qui est utilisée pour le minage n'est pas de l'électricité qui vient d'une usine nucléaire ou qui vient de l'électricité qui servira à des particuliers. Ça n'augmente pas la production qui était déjà en place et on va chercher l'électricité là où personne ne la voulait, là où elle est générée naturellement, là où on peut l'avoir pas cher. Et donc, oui, ça consomme beaucoup, mais c'est pas ça qui écrase la planète tout simplement. D'accord. Et là, on est dans ton centre de production à Florange, Oui. c'est bien ça? Tout à fait. Et il fait très chaud. Il fait très très chaud. Et donc ça, c'est lié donc à la quantité de machines qu'il y a autour de nous. Et Tout à fait. qui sont éteintes, hein, sinon ça ferait beaucoup plus de bruit. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer cette source d'énergie comme du chauffage? Est-ce qu'on peut pas chauffer des maisons avec ça? Tout à fait. Alors, je travaille actuellement en Moselle. Je suis en partenariat avec beaucoup de sociétés. J'avais également un fournisseur, je travaille toujours avec eux aujourd'hui. Trésorio, par exemple, eux, ils se sont mis à faire ça. C'est-à-dire qu'ils ne vendent plus des machines aux particuliers comme moi, mais ils sont mis à chauffer, ils font ce qu'on appelle des clusters urbains. Ils vont, par exemple, chauffer une piscine ou chauffer l'eau d'un hôpital. C'est ce qu'ils font déjà, c'est leur métier à l'heure d'aujourd'hui, avec des cartes graphiques. Quoi qu'il arrive, on doit consommer de l'électricité 24 heures sur 24 et on génère de la chaleur. C'est l'équivalent de 99% de ce que va générer un chauffage. Pour 1000 watts, on va générer presque autant d'énergie qu'un vrai chauffage. Alors on est en train de travailler nous sur deux solutions. Premièrement, le chauffage à air. C'est très simple, le seul problème c'est que ça fait encore un petit peu plus de bruit. Par rapport à un ASIC mineur, nos machines font 3 fois moins de bruit, alors qu'elles chauffent une pièce. Beaucoup de particuliers diminuent leur facture de chauffage. Beaucoup de nos clients arrivent à dire, bon, je consomme peut-être X euros d'électricité par an, mais ça fait diminuer ma facture de chauffage de 30% ou 40% par an. C'est déjà un but qu'on a. On essaye petit à petit d'optimiser ça et de faire de moins en moins de bruit et de chauffer de plus en plus. Et ensuite, pourquoi pas, c'est ce qu'on travaillera dès qu'on aura beaucoup plus de moyens au niveau du développement. C'est notre prochaine étape en R&D. Utiliser ces cartes graphiques pour chauffer constamment, 24 heures sur 24, l'eau d'un foyer. Ça permettrait de diminuer drastiquement, pour ne pas dire 100%, de la facture générée au chauffage à eau d'une maison. Donc oui, à partir du moment où ça chauffe de la chaleur, le problème, ça va être de la récupération. Comment on peut la récupérer? Comment on peut, en quelque sorte, animer cette chaleur et l'amener où on veut? Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop comment manipuler cette chaleur et la priorité, c'est surtout de la réduire. Est-ce que tu as des idées là-dessus? Alors, il n'y a pas 25 solutions. La première, c'est la ventilation, parce que c'est la moins coûteuse. On fait rentrer de l'air frais et on dégage de l'air chaud. La chance qu'on a, c'est que la physique nous aide, la chaleur monte. On récupère l'air chaud en haut, en hauteur du bâtiment, d'où les ventilateurs qui sont placés aux extrémités hautes de notre bâtiment, et les ventilateurs en bas qui font rentrer de l'air frais. Il y a toujours quelques problématiques de poussière, mais c'est l'un des moyens de refroidir le plus cheap, on va dire, le moins cher. Ensuite, il y a la climatisation. C'est cher, ça consomme, mais rien de plus. Et il faut également savoir qu'une salle serveur où des machines tournent vraiment froides, ça va être une salle serveur beaucoup plus stable, avec des composants qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Une carte graphique meurt, soit parce que ses ventilateurs sont usés, mais ça se change, soit parce qu'elle a trop chauffé. Et donc, lui permettre de rester dans des températures basses va augmenter sa durée de vie. Que ce soit un ASIC, que ce soit une carte graphique ou n'importe quoi. C'est vraiment la température qui va permettre aux machines de vivre plus longtemps. Donc, la ventilation, la climatisation, ou encore, comme tu as pu le voir, des espèces de bains d'huile très particulières, d'accord ? Ne mettez pas ça dans n'importe quelle huile, qui vont permettre à la chaleur d'être absorbée par un liquide, et refroidir un liquide est beaucoup plus facile. Le problème, ça va être encore plus le coût. Ça refroidit exceptionnellement bien. On a des composants graphiques qui sont presque froids quand ils tournent, mais le problème qu'on a, c'est que c'est une huile qui coûte presque 25 euros, entre 10 et 25 euros le litre, et il faut des centaines et des centaines de litres. C'est tout simplement hors de prix pour des composants graphiques. Mais on voit qu'il y a de l'avenir là-dedans. Il y a de l'avenir là-dedans, et surtout, quand je vois les progrès qu'on a réussi à faire et l'avancée technologique qu'on a pu faire avec nos collègues qui travaillent sur la même problématique, comme je vous l'ai dit au début, quand je vois les problématiques qu'on a réussi à résoudre et les solutions qu'on a trouvées, alors qu'on est deux petites startups, il y a des sociétés qui pèsent des milliards qui pourraient se mettre là-dessus et qui pourraient trouver des solutions, un jour, on aura chez nous des chauffages qui minent des crypto-monnaies, des modems qui minent des crypto-monnaies, et tout plein d'autres solutions qui nous permettront de faire ça et de mettre ça chez un particulier. Mais aujourd'hui, quels sont les meilleurs pays pour faire du minage de crypto-monnaies, que ce soit au niveau fiscal ou écologique? Fiscalement, tout se dessine. C'est pas aujourd'hui qu'il faut bouger. Dans quelques années, on sera fixé, on va savoir où aller. Il y a des pays qui font payer 0% sur les crypto-monnaies. La question, c'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai confiance en mon pays. J'espère que mon pays va changer ses positions. On a notre ministre des Finances qui commence un peu à se réorienter. Je bougerai pas aujourd'hui. Un jour, il y aura un pays mieux que les autres pour miner de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, tout bouge tellement vite, ça sert à rien de prendre le temps de se déplacer. Donc, je répondrai pas fiscalement, non seulement parce que j'ai pas les compétences, mais parce que la réponse, on l'aura demain. Et ensuite, au niveau électrique,
On peut avoir de l'électricité pas chère à peu près dans tous les pays du monde si on sait bien la négocier. Même en France, les gens pensent qu'on a 15, 16, on arrive à négocier. Bien sûr, on ne peut pas être on peut pas concurrencer les gens qui sont au fin fond de la planète. Je pense que l'Islande, c'est pas mal du tout. Là-bas, il y a des sources géothermiques, ce qui permet d'avoir l'électricité vraiment pas chère, parce que personne ne veut de cette électricité, puis elle est naturelle. Donc ça va être de l'électricité à 3-4 centimes le kilowattheure. C'est pour ça que c'est très dur dans le cloud mining ou dans la location de concurrencer ce genre de pays-là. Par contre, il y a la Chine également. Même si la Chine, on ne sait pas d'où vient l'électricité, mais on arrive à l'avoir pas très cher. L'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est très très chaud. Mais j'ai des clients qui sont un peu partout en Afrique qui arrivent à toucher à 2 ou 3 centimes le kilowattheure. Donc, je vais dire à peu près tous les pays du monde, sauf les pays qui vont être beaucoup trop développés, beaucoup trop cadrés. États-Unis, France. Mais encore une fois, ça ne serait tardé à ce qu'on ait un régime beaucoup plus souple et à ce qu'on ait des offres entreprises pour le mining avec des frais beaucoup plus réduits qui nous permettent de concurrencer et d'être comme toutes les autres entreprises. Pour l'instant, je dirais oui, l'Islande et tous les pays qui vont proposer, on va dire, le kilowattheure à moins de 4 centimes. Ou alors, rester dans nos pays, rester en France, rester en Europe, mais trouver des bons plans, comme on essaye de le faire nous, en rachetant un barrage hydroélectrique, comme on essaye de le faire nous, en travaillant avec des centres éoliens, et en travaillant avec des gens qui payent déjà leur électricité pour d'autres solutions, et qui à ce moment-là vont chercher soit du chauffage, parce que même si on paye cher l'électricité, si à côté on peut diviser de 75% la facture de chauffage à la fin de l'année, on finit par s'y retrouver au fond. Je voudrais maintenant qu'on parle de Bitmain, une société chinoise qui est pour moi l'entreprise qui se dégage le plus dans cette industrie. C'est notamment elle qui vend les Antminers, ces machines surpuissantes qui servent uniquement à miner du Bitcoin. Est-ce que Bitmain n'est pas finalement devenu trop puissant pour ce secteur qui repose sur la décentralisation ? Alors, oui, ils sont un petit peu trop puissants et ils ont un monopole dans un domaine qui est encore trop opaque. Ça fait peur. Il y a une chose qui m'embête chez eux, mais il y a une chose que les gens disent, que je ne laisserai pas passer quand même, c'est est-ce qu'il faut se méfier d'eux ? Aujourd'hui, je ne pense plus. Ils ont de la concurrence, il y a beaucoup de monde, et la puissance est tellement diluée, même si aujourd'hui c'est un très gros acteur, qui a presque, on va dire, le monopole sur son marché. Premièrement, ça tend à disparaître. Plein de sociétés apparaissent des quatre coins de la planète pour le mining et proposent d'autres solutions alternatives. Donc Bitmain n'a plus ce monopole, on va dire, même s'il reste conséquent sur ce marché. Le seul truc où je dirais qu'il faut se méfier, c'est sur la qualité de leurs produits. Leurs produits sont qualitatifs, oui, mais pas en fonction de la période où ils le vendent. Quand ils ont un produit qui est vraiment très très rentable, on va dire un produit qui rapporte 10 fois plus que leur ancien produit, ils vont miner pour eux dans un premier temps. Et c'est uniquement quand ils sentent que le vent va tourner qu'ils revendent leurs machines. Est-ce que les machines qu'ils vendent sont neuves ? On ne sait pas. Ils le disent, mais impossible de le vérifier. Est-ce que les machines qu'ils vendent ont déjà tourné pour eux pendant 2 ans ? On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Le seul truc qui est sûr, c'est que c'est une société qui vise à faire du profit, comme toutes les sociétés. Si demain, ils trouvent un moyen de générer 150 € de crypto-monnaie par jour, alors que ça va leur coûter qu'un seul euro d'électricité, ils vont utiliser ça avant de revendre les machines à leurs clients. Et le jour où ils vont les revendre, c'est le jour où ils pensent que c'est plus intéressant pour eux de revendre et de larguer le matériel, de s'en séparer. Et donc, les clients qui achètent, ils achètent un matériel que Bitmain essaye de liquider. Et donc, c'est ça qui est pas très très sain. Nous, avec Just Mining, on essaye de vendre du matériel neuf tout le temps. On vend que du matériel neuf. On essaye de garantir tout ce qu'on propose. On essaye d'apporter un suivi. Nos clients ne sont pas des mineurs seuls. Ils minent avec nous. On s'occupe d'eux. On optimise leur logiciel. On le met à jour. On les appelle pour trouver des solutions. On s'occupe de vérifier la température de leur machine. On optimise vraiment toute leur aventure de minage pour essayer de les emmener le plus loin possible. Ce serait trop facile pour nous dès qu'il y a une machine plus rentable et dès qu'on trouve et qu'on arrive à développer une machine beaucoup moins énergivore et beaucoup plus rentable, de miner pour nous jusqu'à ce que ça devienne vraiment risqué et qu'à ce moment-là, on la revende. C'est vraiment le problème qu'il y a avec Bitmain, c'est qu'ils trouvent des solutions dans le minage, mais ce n'est pas équitable, ce n'est pas fair, ce n'est pas juste. Leur objectif, c'est de faire du bénéfice. Quand ils vendent une machine, c'est parce qu'ils pensent qu'ils feront plus de marge en la vendant qu'en minant pour eux. Nous, on crée des machines, on se bat pour essayer d'avoir des machines les plus pertinentes possibles. Des fois, on a du mal à concurrencer des personnes qui viennent de Chine ou des personnes qui vont proposer aucune garantie, mais en tout cas, on vend toujours un matériel neuf, garanti, avec un suivi derrière et un service client. Et c'est ça que propose pas Bitmain. Les machines sont garanties X mois, aucun retour possible, aucune annulation. Et essayez d'obtenir un retour en garantie Bitmain. Vous verrez, c'est un parcours du combattant. Et il faut préciser une chose, au-delà du fait que Bitmain vende les plus grosses machines de minage, ils sont aussi propriétaires de la plus importante pool de minage du monde. Finalement, Bitmain, c'est un peu le Apple du mining, non ? Alors ça fait un petit peu plus peur techniquement, dans le sens où on se dit, une pool de minage, on est obligé de s'allier avec plein d'autres mineurs. C'est-à-dire que s'ils contrôlent la pool, ils peuvent tout contrôler. Alors indirectement, on a un droit de regard quand on a un mineur dans leur pool. Donc, ils n'ont pas non plus la puissance sur tout. Ensuite,
Leurs pools ne contrôlent pas suffisamment du réseau pour que ce soit dangereux. Donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Ensuite, beaucoup de gens utilisent des ant mineurs, donc leurs produits, mais pas pour miner sur l'ant pool, sur par exemple d'autres pools. Donc on ne sait jamais trop. Je pense que le risque ne vient pas tant que ça, même s'il faut garder un coup d'œil là-dessus et il ne faut jamais l'oublier. Faut savoir quand même qu'en plus de ça, toutes les personnes qui minent, que ce soit eux ou que ce soit leurs clients, vont leur donner un pourcentage. Je ne sais pas, mais je crois qu'Antpool prend 1 ou 2% de toutes les personnes qui utilisent ce réseau-là. Donc indirectement, on a un fournisseur qui propose son réseau, qui propose ses machines, qui n'est pas incontournable, mais qui reste quand même le plus gros réseau aujourd'hui. Donc oui, ça fait peur. Après, je ne laisserai pas les gens qui disent oui, c'est eux qui contrôlent tout, c'est dangereux. C'est vrai, il faut garder un droit de regard là-dessus, mais indirectement, la blockchain est tellement bien faite que je ne pense plus que ce soit une menace pour l'écosystème. Ne l'oublions pas, continuons à regarder et à scruter leurs faits et gestes, mais en attendant, je pense que le danger, c'est plutôt les produits qu'ils proposent et la façon dont ils le proposent, car quand ils mettent un produit sur le marché, on ne sait pas si c'est toujours un produit qui a vocation à être intéressant. La trajectoire de cette entreprise est incroyable, non? En moins de 5 ans d'existence, elle dégage maintenant autant de profits qu'une banque d'affaires de la taille de Goldman Sachs. Je crois même qu'elle génère plus. Il me semble qu'elle génère plus. C'est incroyable. Elle a surfé sur une vague qu'elle maîtrise. Elle était là quand ça n'allait pas bien. Elle a eu les reins suffisamment solides pour survivre quand les crypto-monnaies se sont effondrées. Et on le sait bien, les crypto-monnaies, ça explose, ça s'effondre, ça explose, ça s'effondre. Donc c'est une personne c'est une structure, une personne morale qui a bien généré sa trésorerie, qui s'est bien développée, qui met le profit à la base de tout. C'est ça qui est un petit peu dommage, dans le sens où moi j'aime bien quand il y a les valeurs de la blockchain derrière. Malheureusement, une société, c'est dirigé par des investisseurs et ça a pour vocation à faire du profit. Donc certains montent ces sociétés du bois, malheureusement, elle fait ce pourquoi elle existe, quoi, tout simplement. Et indirectement, c'est le fait qu'elle fasse ça pour le profit qui fait qu'elle fait ça aussi bien, aussi vite et qu'elle sécurise autant le réseau. Mais oui, c'est hallucinant de voir à quel point une société peut générer du profit aujourd'hui parce qu'elle est dans les crypto-monnaies. C'est vrai. Il y a aussi un autre marché qui a été complètement bouleversé avec l'arrivée du minage à grande échelle. Je veux surtout parler de celui des cartes graphiques que l'on réservait jusqu'à présent aux joueurs de jeux vidéo. Tout à fait. Alors ça a marché. Tout simplement, on a eu un nouveau moyen de miner. C'était les cartes graphiques. Le matériel le plus optimisé, c'était du matériel qui était déjà sur le marché pour jouer à des jeux vidéo. Donc autant se dire que les mineurs, ils se sont dit bon, ok, on peut pas faire de puces encore mieux que ce qui existe déjà. Le seul moyen, c'est de faire des ordinateurs avec plus de cartes graphiques dedans. Alors c'est limité, on va en mettre 7, allez 12 pour les plus gros, peut-être 14. Mais forcément, le seul moyen, c'était de se dire, bon, comme on ne peut pas développer une puce que pour le minage graphique, ben on va acheter des cartes graphiques comme si on était des gros joueurs de jeux vidéo et qu'on voulait monter des milliers d'ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo. Donc, ça permet à celui qui a un ordinateur pour jouer aux jeux vidéo de toujours trouver sa rentabilité. S'il veut miner quand il va se coucher, il peut le faire, il sera rentable, il trouvera un intérêt. Et ensuite, ça a bouleversé un petit peu ce marché-là, dans le sens où du jour au lendemain, toutes les entreprises, ainsi que la mienne d'ailleurs, ont commencé à chercher des bons plans pour acheter des quantités énormes. Moi, je vois avec Just Mining, on a acheté l'année dernière 3500 cartes graphiques, et c'était une petite année, c'était notre année de lancement. Donc des composants graphiques, on les a vus grimper. Au début, c'était 180 € hors taxe pour un composant graphique. Ça m'est arrivé, dans les pires des moments, de voir sur le marché 300, 320, 340 € hors taxe sur ce même composant graphique. Donc forcément, les gamers qui n'avaient pas vu cette vague arriver ont vu les prix de leurs composants exploser. Ça a mis quelques personnes en porte-à-faux, c'est sûr. Mais maintenant, les producteurs de cartes graphiques, donc les géants qui s'occupent de la production, commencent à produire plus, forcément. Même s'ils ne veulent pas produire autant que la demande, parce qu'ils savent que le mining, il y a des hauts et des bas. Quand il y a des bas, personne n'achète des cartes graphiques. Quand il y a des hauts, tout le monde en achète. Et ils ne peuvent pas augmenter leur production et ouvrir des usines juste pour 3 mois. Et donc, ils ont augmenté leur production, mais modérément, et c'est ce qui fait qu'il y a eu des pénuries à plusieurs moments. Quelle est la position publique des géants du secteur comme Nvidia ou AMD? D'un côté, ils doivent rassurer leurs clients historiques, les gamers, les joueurs de jeux vidéo, mais de l'autre, ils doivent satisfaire la demande extrêmement brutale des mineurs. D'un côté, ils vont sortir une gamme spéciale mining, donc ils montrent bien qu'ils veulent ce chiffre d'affaires et qu'ils sont prêts à suivre les mineurs. D'un autre côté, ils nous disent « Ouais, mais vous brutalisez un peu plus les cartes graphiques qu'un gamer, c'est sûr. Vous les traitez comme un gamer, mais lui, c'est quand il joue, donc 3 heures par jour. Vous, c'est 24-24, donc beaucoup plus de cartes graphiques qui retournent en garantie. Et donc, ils mettent des garanties de 6 mois dessus, donc très très dur pour moi de proposer des garanties solides derrière, et pour tous les fournisseurs. Donc d'un côté, ils nous suivent, mais d'un autre côté, ils ont des petits doutes. D'un côté, ils disent « Oui, on va en vendre beaucoup plus ». Mais d'un autre côté, on n'en produira pas beaucoup plus. Donc c'est des discours un petit peu opposés. Il n'y a pas une réponse unifiée, encore une fois, là-dessus.
Je sais qu'NVIDIA était beaucoup plus rétractaire et par exemple, je passais par des fournisseurs qui à un moment commençaient à dire « Écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas vous vendre plus de 2 cartes graphiques par semaine. » Et on passe par d'autres fournisseurs qui disent « Ok, on peut vous vendre des cartes graphiques, mais vous les payez 20% plus cher que nos clients. Si vous en achetez plus de 2, c'est 20% plus cher. » Alors après, on trouve des solutions, on en commande 150 fois 2. On se débrouille pour avoir plein d'identités et tout. Enfin, après, c'est un jeu économique derrière. Mais c'est drôle, mais on voit bien que ce sont des entreprises. Ils ne veulent pas rater la vague, ils veulent vendre des cartes graphiques aux mineurs, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas produire plus et ils ne veulent pas. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir suffisamment de stocks qui apparaissent du néant, forcément, pour pouvoir les vendre. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent leur prix, tout simplement. D'accord. Et les gamers sont perdants dans l'histoire. Les gamers sont perdants, mais les gamers ont été perdants, on va dire l'année dernière, les prix ont explosé, les gamers ont été perdants pendant 3 mois. Un gamer, il a besoin d'une carte graphique. Et il va payer 50 ou 60 euros de plus. C'est vrai que c'est pas correct, attention, je suis pas là pour protéger ça, mais une entreprise de mining va acheter entre 3000 à 10 000 composants graphiques par an, et on parle d'une petite boîte comme la nôtre. Un gamer, lui, va changer sa carte graphique tous les 2 ans, et il va en acheter une. C'est vrai que les gamers qui ont décidé de changer leur carte graphique pendant les 2 mois et demi de pénurie ont payé entre 50 et 100 euros de plus. C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. En attendant, ces pénuries ne sont jamais durables. Jamais. Car quand il y a plus de demandes que d'offres, il y a quelqu'un qui vient proposer une offre, tout simplement. On sait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile et d'un seul coup, le minage peut ne plus être rentable du tout. Ça te fait pas peur pour l'avenir de ton entreprise ? Notre activité est pérenne, oui, parce qu'on n'est pas que des mineurs de Bitcoin. On mine des Bitcoins, on propose des solutions d'hébergement. Donc en gros, c'est des gens qui ont n'importe quelle machine de minage et qui proposent de la laisser chez nous. Nous, on propose du minage par carte graphique. L'avantage du minage par carte graphique, il est multiple. Le mineur de Bitcoin, si demain on ne peut plus miner du Bitcoin, on le prend, on le met à la poubelle. On dit qu'un anti-mineur de Bitmain, sa valeur, c'est ses 2 ventilateurs devant. Parce que si demain on ne peut plus miner du Bitcoin, on le prend, on le jette. Point. Il y a d'autres petites crypto-monnaies qu'on peut miner avec, mais clairement, si on ne peut plus miner du Bitcoin, c'est qu'on ne pourra plus miner les autres. L'avantage du minage par carte graphique, c'est qu'il a plusieurs fonctions. Premièrement, il peut faire plusieurs algorithmes. Il peut faire l'algorithme de l'Ethereum, Ethereum classique, mais il peut également faire l'algorithme du Zcash, qu'on appelle l'algorithme Equihash, donc d'autres crypto-monnaies. Equihash, il y a également le Zencash, il y a également le Bitcoin Gold par exemple. Donc par définition, les cartes graphiques peuvent aller sur plusieurs algorithmes. Si un algorithme meurt, comme on le sait qu'un jour ou l'autre l'Ethereum ne sera plus minable, on peut se rabattre sur d'autres crypto-monnaies. Et si les autres crypto-monnaies du même algorithme ne sont plus minables, on peut aller dans un autre algorithme, comme l'Equihash avec le Bitcoin Gold, ou encore le Lyra de rêve avec le Vertcoin, il y en a plein. Et donc il y a des plans B, si on ne peut plus miner. Et ensuite, il y a des plans C. Ça génère de la puissance de calcul qui était déjà utilisée. C'est utilisé par des médecins, c'est utilisé par des graphistes, c'est utilisé par la NASA, ce type de puissance de calcul. La NASA peut vous payer pour récupérer votre puissance. Donc si un jour on ne peut plus miner des crypto-monnaies, on essaiera nous de proposer à nos clients de mettre à jour notre logiciel pour qu'elles vendent leur puissance. Par exemple la Tesla, qui a besoin de la puissance de calcul partout, là où il y a ses voitures. Donc il y aura des solutions, il y aura un plan C. Et si jamais ce n'est plus rentable, il y a toujours un plan D, car ce matériel sert aux gamers. Et donc c'est un matériel qui aura toujours une valeur sur le marché. Alors encore une fois, si les mineurs de crypto-monnaies se mettent à vendre massivement des cartes graphiques sur le marché, les prix vont exploser vers le bas cette fois-ci. Mais en attendant, ce composant a une première vie, une deuxième vie, une troisième et même une quatrième vie. Et donc forcément, la pérennité, je peux pas dire c'est quoi la pérennité de mon entreprise dans le sens où on est des mineurs de crypto-monnaies. La crypto-monnaie, il y a quelques années, ça n'existait pas. Le minage, c'est que c'est devenu vraiment rentable et intéressé de tous il y a quelques années. Je ne suis incapable de dire dans 20 ans, ce sera toujours une révolution. En tout cas, il y a des solutions, il y a des plans B, il y a des solutions annexes qui s'ouvriront à nous. Mais je pense que c'est un milieu qui va pivoter, qui va changer, qui va évoluer. Mais en attendant, le matériel aura toujours une utilité et une rentabilité. Donc c'est intéressant de miner aujourd'hui. Bon, ça nous ramène à loin dans le futur, mais j'avais envie de poser cette question de prospective. Ton avis, que se passera-t-il pour le minage quand l'ordinateur quantique sera distribué à grande échelle ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça tue cette activité ? Alors on va faire un truc très simple. Un ordinateur quantique, un simple petit ordinateur quantique, pourrait à lui seul vérifier plus de la moitié du réseau en quelques secondes. Autant dire que si demain il y a un ordinateur quantique qui existe, ça va remettre tout le système du mining, toute la sécurité du monde du Bitcoin en doute. Sauf qu'en attendant, c'est pas le problème dans le sens où la question que vous venez de me poser, que tu viens de me poser, pardon. C'est exactement comme si tu me demandais est-ce que tu penses que la téléportation ça changerait un petit peu l'économie. Je vais te dire oui,
Mais avant de changer un petit peu l'économie, ça va changer l'économie des trains, des voitures, des avions. Après, ça changerait tout. C'est exactement pareil. L'ordinateur quantique, oui, va remettre à zéro le minage, ça changera tout. Mais ce jour-là, je suis sûr qu'il y aura des mineurs quantiques. On trouvera une solution pour avoir une blockchain quantique. Et ensuite, les banques auront des plus gros problèmes. Ça veut dire que tout ce qu'on connaît, tous les mots de passe que l'on connaît, toutes les sécurités qu'on connaît au monde seront réduites à néant. Le minage de Bitcoin, je pense que ce sera le cadet des soucis de l'économie planétaire. Je pense, vraiment. Après, voilà, c'est une technologie qui n'est pas au point. On en entend parler depuis tellement longtemps. Et pour l'instant, on a des premières petites réussites sur des premières petites avancées. On est à des années-lumière de la réussite du minage quantique, par exemple. Et ce jour-là, il y aura des solutions avant que ça passe, tout simplement. Merci beaucoup, Owen. Pas de souci. Merci beaucoup à Owen Simonin, alias Asher, d'avoir participé au 2e épisode de 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique de l'émission. Vous pouvez retrouver leurs références sur notre page SoundCloud, ainsi que le premier épisode consacré aux cypherpunks, la préhistoire du Bitcoin. N'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter, Grégory_Raymond, pour m'indiquer le thème ou la personnalité que vous voudriez entendre le mois prochain. À bientôt!